Espagne-Angleterre, qui va remporter la 17e édition de l'Euro? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Balle au pied. Je suis ravi de vous retrouver pour évoquer ensemble cette finale qui nous attend dimanche entre l'Espagne et l'Angleterre. D'un côté l'Espagne qui avec une victoire pourrait devenir la seule nation en tête avec 4 victoires dans l'Euro et l'Angleterre qui pourrait aller chercher son premier trophée international depuis 1966 et son premier Euro de son histoire. La Angleterre qui reste sur une finale perdue, on s'en souvient, en 2021 face à l'Italie. On va prendre le temps d'en parler tranquillement. On va d'abord évoquer un petit peu le parcours de ces deux équipes. Alors, on va un petit peu mettre de côté la phase de poule pour se concentrer sur les phases finales. D'un côté, l'Angleterre qui a énormément galéré pour arriver jusqu'en finale. Un match face à la Slovaquie où l'Angleterre se sauve à la toute dernière seconde grâce à un geste venu de nulle part de Jude de Bellingham avant de s'imposer en prolongation. Un match nul face à la Suisse où ça s'est terminé au tir au but et une victoire 2-1 face aux Pays-Bas, là aussi avec un but à l'ultime seconde de l'entrant Oli Watkins qui a permis à l'Angleterre de se qualifier pour la finale. Du côté espagnol, un parcours plus tranquille, quoique il y avait eu certes ce large succès face à la Géorgie, une vaillante Géorgie de Willy Sagnol, une victoire 4-1, un quart de finale très compliqué face à l'Allemagne où l'Espagne avait dominé son sujet pendant une heure avant de voir une équipe d'Allemagne égalisant toute fin de rencontre par Fernand Wirtz pour arracher la prolongation où Michael Merino avait permis aussi d'atteindre les demi-finales où on promettait un match compliqué pour l'Espagne face à une des équipes les plus solides de cet Euro, l'équipe de France, mais l'Espagne, après avoir cependant concédé l'ouverture du score, a fini par s'imposer 2-1 avec une maîtrise totale pendant 70 minutes qui a laissé la France impuissante et qui a permis à l'Espagne de rejoindre la finale de l'Euro. Une troisième finale sur les 5 dernières éditions, rendez-vous compte. Une équipe d'Espagne qui évidemment aura envie de devenir la nation la plus titrée de l'Euro avec une 4e victoire en vue. Alors parlons maintenant de chacune des équipes en commençant évidemment par l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre qui on le sait va se présenter avec ce 3-4-2-1, le nouveau système mis en place par Gareth Southgate depuis le quart de finale face à la Suisse et qui permet à certains joueurs d'être beaucoup mieux positionnés. On pense à un Saka qui maintenant a le couloir pour lui tout seul et qui a beaucoup plus de liberté sur ce couloir. Foden qui est réaxé. Trippier piston gauche, ce qui peut être un problème, on en parlera, et qui permet également l'arrivée, l'inclusion de Koimano au milieu de terrain en lieu et place de de Trent Alexander-Arnold, et de Gallagher qui ont été assez mauvais à ce poste. Koimano qui monte en puissance et qui est vraiment l'homme qui a changé l'Euro côté anglais. Un Koimano qui a fait une demi-finale face aux Pays-Bas exceptionnel avec son apport offensif, son apport dans le contre-pressing également anglais à la perte, notamment dans le camp adverse, pas mal l'Angleterre d'avoir souvent des possessions dans le camp adverse, ça avait été le cas face aux Pays-Bas. L'interrogation, ça peut être cette défense Gay, Stones, Walker, où on sent que c'est la défense, ils ne sont pas tous au mieux. On pense à John Stones qui vraiment est méconnaissable par rapport à ce qui, j'ai envie de dire, le calme, l'apaisement et la sérénité qu'il peut avoir avec Manchester City. On ne la retrouve pas avec l'équipe d'Angleterre. Margui qui découvre très très haut niveau et qui, je trouve, moi, n'arrive pas vraiment à s'incorporer au mieux dans cette défense. Et Kyle Walker, qui a le mérite de monter en puissance. Il avait été assez bon face aux Pays-Bas, avec notamment ce rôle de piston qu'il prend à cœur lorsque Saka se réaxe. Ça permet d'avoir des joueurs, notamment Foden, Saka et Walker, très proches les uns des autres, avoir un certain son nombre et laisser de l'espace aux porteurs lorsqu'on s'approche de la surface de réparation. Maintenant, il va y avoir 3 éléments clés du côté anglais. D'abord, évidemment, Jude Bellingham, lui qui le sait, en cas de victoire dimanche, pourra et certainement sera le favori numéro 1 pour remporter le Ballon d'Or. Il a connu un Euro compliqué dans le jeu. Certes, il y a 2 buts, dont un but exceptionnel et qui permet à l'Angleterre d'être en finale. Ce but, on se souvient, se retourner face à la Slovaquie. Mais Jude Bellingham a dans le jeu pas mal de difficultés à exister parce qu'on lui attribue un rôle assez offensif sur la ligne de Phil Foden. On le voit être partout. Et donc, être partout signifie également être nulle part à la fois. On le voit souvent redescendre très bas au niveau de Declan Rice pour pouvoir toucher le ballon. Il arrive cependant sur certaines phases de jeu à sourire le jeu et à balle au pied partir de plus loin. Ça avait notamment amené à la très grosse occasion qui a d'ailleurs amené le pénalty ensuite pour l'Angleterre face aux Pays-Bas où c'est un ballon que Bellingham récupère dans le milieu de terrain avant d'avancer, de procher sur le côté droit pour l'attribuer à Phil Foden. Mais Jude Bellingham le sait, il n'est pas dans ce rôle un petit peu trop offensif, on n'arrive pas à le trouver dans les bonnes zones. Souvent, il joue sur son côté gauche qui, on le sent, n'est pas favorable pour lui. C'est un joueur d'axe, Jude Bellingham, et un joueur qui doit partir de plus loin. Mais Gareth Southgate s'entête à le mettre en sa ligne de devant avec Phil Foden, à voir si, on le sait, Jude Bellingham a cette faculté, dans les grands rendez-vous, à élever encore plus son niveau de jeu. Et certainement que Jude Bellingham sera en rendez-vous. Ça devrait également être le cas de Harry Kane, le capitaine de cette sélection des Three Lions. Harry Kane qui est pour l'instant meilleur buteur avec 3 buts, à égalité avec Dani Olmo, espagnol qui jouera en face de lui. Et Harry Kane le sait, il peut dimanche d'abord finir meilleur buteur de l'Euro,
coïncider avec une victoire anglaise, ça pourrait faire d'Harry Kane, eh bien, le malheureux qui devient heureux avec, on le sait, Harry Kane, cette malédiction qui tourne autour de lui. Toujours pas de trophée majeur remporté alors qu'il avait pourtant signé au Bayern l'année dernière dans ce but. Une Bayern qui a été éliminée en demi-finale de Ligue des Champions et qui a perdu le titre pour la première fois en 11 ans face à Leverkusen. Un Harry Kane maudit qui traverse cet Euro de manière assez transparente, certes 3 buts, mais on ne peut pas dire que ce soit des buts vraiment impressionnants. Il y a un penalty face aux Pays-Bas, une tête assez tranquille, j'ai envie de dire, face à la Slovaquie, même si c'est la tête qui amène la qualification de l'Angleterre. Un Harry Kane qui a beaucoup de difficultés dans le jeu à exister. Harry Kane, donc ça, c'était plus qu'un numéro 9, c'est un attaquant qui participe au jeu de son équipe, qui a ce rôle de pivot, qui peut également j'ai envie de dire, avoir le ballon dans les pieds et pouvoir au mieux participer au jeu avec ses coéquipiers. On le voit de moins en moins durant cet Euro. Il a beaucoup de difficultés à exister, mais ça reste Harry Kane et on sait que Harry Kane est un pur buteur et que il pourrait être là au moment où il le faut, comme ça avait été le cas face au Danemark. On s'en souvient, son but de raccro un petit peu avait été, il était allé le chercher justement pour permettre à l'Angleterre d'ouvrir le score. Mais Harry Kane le sait, il a rendez-vous avec son histoire dimanche, c'est-à-dire finir meilleur buteur de l'Angleterre, et avec ce but marqué, ou ces 2 buts marqués par exemple, pour peut-être permettre à l'Angleterre de remporter son premier trophée majeur depuis 1966. Et enfin, le dernier élément clé cette équipe anglaise, c'est évidemment Gareth Southgate. On le sait, très vivement critiqué outre-Manche pour son style de jeu, on va dire, assez frileux. La méthode Deschamps anglaise, on parle souvent de Southgate comme le Deschamps anglais, avec cette manière d'être assez solide, avoir un bloc solide et miser sur ses individualités devant. Ça a pu lui causer du tort, notamment avec ce 4-2-3-1 qui ne fonctionnait pas. Il a réussi tout de même à arrêter de s'entêter, à changer de système. Ça a été plutôt performant parce qu'il y avait un match, on va dire, face à la Suisse où on a vu 2 ou 3 prémices de ce que pouvait être ce système. Face aux Pays-Bas, on a vu une très bonne première mi-temps anglaise, la meilleure mi-temps du tournoi, avant en deuxième mi-temps de sentir un creux physique, mais on a vu quand même de belles choses du côté anglais, et on espère pour eux que sur cette finale, ce système pourrait être à son paroxysme. On le sait, Gareth Southgate a également une certaine frilosité durant le tournoi à faire sortir ses joueurs 4, ces 4 de devant, Saka, Foden, Bellingham et Kane, qui ont l'impression, c'est un totem d'immunité lorsqu'il faut sortir du terrain. On pense notamment à Bellingham qui avait, semble-t-il, refusé de sortir face à la Suisse, mais on l'a vu, il avait fait des choix forts face à la Suisse avant les tirs au but, faire sortir Foden, faire sortir Kane, même face aux Pays-Bas, alors que le score était de 1 partout et qu'il restait 10 minutes à jouer, il fait sortir Foden, il fait sortir Kane pour faire entrer Lee Watkins et Cole Palmer. Le fait est qu'il a eu raison puisque ces 2 joueurs ont été responsables du but anglais à toute dernière seconde. Donc Gareth Southgate peut-être commence à faire des choix, commence à faire confiance à ses joueurs sur le banc, et peut-être que ça pourra lui amener des belles choses durant cette finale. Gareth Southgate, qui le sait, il l'a dit, une non-victoire lors de cet Euro, eh bien, le ferait partir de la sélection, lui qui a un contrat qui court, il me semble, jusqu'en décembre. On espère pour lui que ce sera une victoire anglaise, même si c'est vrai qu'une victoire anglaise, au vu de ce que l'Angleterre a montré sur l'ensemble du tournoi, serait assez, j'ai envie de dire, dommage pour la beauté du foot, entre guillemets, où le beau jeu ne serait pas nécessairement récompensé. Parce qu'en face de l'Angleterre, il faut le dire, il y a le beau jeu, il y a l'Espagne, la plus belle équipe du tournoi. L'Espagne qui va se présenter avec son fameux 3-1, avec des retours importants. Le Normand, défense centrale, Carvaral également sur le côté droit, qui avait été remplacé par Eus Navas face à l'équipe de France. Alors, est-ce que le Normand va être remis, ou est-ce que De La Fuente va laisser Nacho, qui avait fait un bon match, il faut le dire, face à l'équipe de France, parce que le Normand, on l'a vu, assez fébrile, notamment face à l'Allemagne où il prend un carton jaune très rapidement et on le sent pas mal à la rue face aux appels incessants de Kai Havertz. Ça pourrait être le cas également avec un Harry Kane qui va être très dur et qui va être remuant pour cette défense centrale espagnole. Mais devant, on a ce trio Williams, Olmo, Yamal, qui un des meilleurs trios de cet Euro. Yamal, Williams, qui sont les 2 pépites du côté espagnol, qui sont ces joueurs qui ont permis à l'Espagne de passer un cap, une Espagne qui a une possession très stérile, à une Espagne qui commence à être de plus en plus verticale, des joueurs de percussion qui permettent d'aller vers le but. Et si en plus on parle du talent, par exemple de Lamine Yamal, qui a mis un but exceptionnel face à l'équipe de France, on peut imaginer une équipe d'Espagne très imprenable pour l'équipe d'Angleterre. Un Dani Olmo qui, en ce rôle de numéro 10, a fait une bonne entrée face à l'Allemagne, qui a fait un match solide dans son rôle de se passer entre les lignes face à l'équipe de France. Ça peut faire très mal. Évidemment, ce milieu de terrain, Ruiz, Rodri, dont on va parler juste après. Mais la clé, je pense, du côté espagnol, ça va être ce côté droit avec Lamine Yamal qui va faire face à Kieran Trippier, en tout cas qui devrait faire face à Kieran Trippier, le piston gauche anglais. Kieran Trippier, que on le sait, c'est un arrière droit, il est placé à gauche parce que Luke Shaw n'est pas à 100%, bien que Luke Shaw est rentré en jeu et face à la Suisse et face aux Pays-Bas. Kieran Trippier est toujours préféré par Gareth Southgate, et Kieran Trippier a été souvent en difficulté à la fois pour participer au jeu de son équipe offensivement, parce que ce n'est pas un piston de métier, encore moins un piston gauche, et en plus il a défensivement, je trouve, des fébrilités. Et ce côté gauche de la défense anglaise, Kieran Trippier, Marguerite, je trouve, n'est pas gage de sécurité. C'est sur ce côté-là qu'était venu le but slovaque, avec cette erreur de Guy qui avait permis à Schranz de marquer le but, d'ouvrir le score pour la Slovaquie face à l'équipe d'Angleterre. Et je pense que Lamine Yamal devra profiter, j'ai envie de dire,
ce côté gauche anglais qui peut être en difficulté défensivement, surtout que l'Espagne devrait avoir la possession du ballon. Maintenant, on le sait, du côté espagnol, soit Lamine Yamal est très fort et Nico Williams est un peu plus en retrait, soit Nico Williams est très très fort et Lamine Yamal est plus en retrait. On n'a pas encore vu pour l'instant dans ce tournoi les deux ailiers espagnols à un très très haut niveau ensemble. Est-ce que ce sera le cas sur la finale? On l'espère pour l'équipe d'Espagne. Mais en tout cas, évidemment que la clé sera sur le côté droit, où en plus, avec un Fabien Ruiz qui peut se projeter, qui bouge beaucoup, Daniel Olmo également, qu'on voit très libre, et un Yamal en plus qui pourrait rentrer au cœur du jeu, comme ça a été le cas face à l'équipe de France, et donc poser des problèmes à ce côté gauche Marguerite qui pourrait ne pas savoir se positionner. Attention à cette équipe d'Espagne, à ce côté droit espagnol, ce côté gauche anglais, d'où pourrait venir la lumière côté espagnol. On ne peut pas parler de l'Espagne sans parler de ce milieu de terrain. Fabien Ruiz, Rodri, le meilleur milieu de terrain de cet Euro. D'un côté, Rodri, qu'on le sent serein au possible avec ce rôle reculé où il a une vue d'ensemble sur le jeu qui s'offre à lui, il peut porter le ballon, il a ce côté calme, serein qui illustre avec Manchester City, qui illustre également avec l'équipe d'Espagne, un Rodri qui également descend très très bas sur le terrain, presque en troisième défense centrale pour attirer un des milieux adverses et ça veut permettre à Aymeric Laporte par exemple souvent de profiter de l'espace et ce milieu de terrain pour se projeter. Plusieurs fois on a vu Aymeric Laporte, notamment face à l'équipe d'Allemagne, se projeter et ne pas hésiter à tenter des frappes aux 30-40 mètres face à un bloc qui parfois peut reculer ou peut laisser des trous, comme ça peut être le cas de l'équipe d'Angleterre par séquence. Et un Fabien Ruiz qui, eh bien, lui, est un très très haut niveau. Un des meilleurs milieux de terrain de cet Euro, peut-être le meilleur. Sa participation au jeu offensif et notamment cette combinaison avec Lamine Yamal sur son côté droit qui se remet à son pied gauche pour centrer au deuxième poteau et la projection de Fabien Ruiz dans la surface au deuxième poteau pour mettre de la tête. Ça avait été le cas face à l'Irlande du Nord, il me semble, en match de préparation. Face à la Géorgie également, où un but était venu de cette action avec Yamal après un coup franc. Yamal qui frappe du pied gauche, ou qui enroule plutôt du pied gauche un centre pour retrouver Fabien Ruiz au deuxième poteau. Un milieu de terrain qui donc certainement devrait être supérieur au le terrain anglais Rice Mainu qui manque, on va dire, d'expérience et qui manque peut-être de sang-froid balle au pied. Rice, on l'a vu, a beaucoup de mal à prendre du risque balle au pied alors que Rodri et Fabien Ruiz en prennent de manière fréquente. Et puis surtout, la manière dont Yamal peut se réaxer, dont Olmo peut redescendre au milieu de terrain, les projections de la porte font que le milieu de terrain espagnol devrait avoir toujours un joueur en plus. Et ça veut permettre à ces joueurs justement de s'exprimer avec de l'espace. On pense notamment à Fabien Ruiz. En tout cas, ce milieu de terrain sera, je pense, le milieu de terrain qui dominera le match. L'Espagne devrait avoir la possession du ballon et à coup sûr que ces deux joueurs auront un rôle important pour permettre à l'Espagne de remporter ce match. Et enfin, le point faible peut-être de cette équipe d'Espagne, la défense centrale, Laporte, le Normand, qui n'est pas forcément toujours, on va dire, une sécurité. Le Normand face à l'Espagne, on l'a vu, Aymeric Laporte peut avoir parfois des boulettes, même s'il il s'est calmé de petit à petit au fur et à mesure de sa carrière, mais il avait, notamment avec Manchester City, commis de nombreuses boulettes. Le Normand, on le sait, n'est pas hyper rassurant. Il fait parfois des erreurs d'inattention ou parfois balle au pied, peut prendre trop de risques et lui ne peut être assez serein pour pouvoir ne pas faire de risques, pas faire d'erreurs, pardon, et créer du coup des erreurs et permettre à l'attaque adverse, notamment des joueurs comme Foden et Saka, qui, s'il y a une erreur, l'exploiteront à 100%. On le sait, l'équipe d'Angleterre a cette efficacité avec très peu d'occasions de pouvoir scorer, à l'image de Saka qui, avec une frappe qui normalement a très peu de chances de finir en but, et bien permet à l'Angleterre d'égaliser face à la Suisse. Donc attention à cette défense espagnole qui peut être le point faible, même si avec un tonton comme Carvajal sur le côté droit et un Cucurella à gauche qui a montré un Euro très très solide défensivement alors qu'il connaît une saison compliquée avec Chelsea, on peut se dire que entouré par ses latéraux, les défenseurs espagnols et avec en plus l'appui de Rodri qui redescend très bas sur le terrain, pourraient avoir plus de sérénité. En tout cas, l'Espagne devra faire attention à ce côté-là. Alors maintenant, la question, c'est de savoir comment va se terminer cette finale. Moi, personnellement, je vois un match qui se finit à un partout, qui va en prolongation, et je vois l'Angleterre gagner au tir au but. Alors pourquoi ce pronostic? Parce que l'Angleterre a toujours encaissé un but lors de ses phases finales, tout comme l'Espagne d'ailleurs, et l'Angleterre a cette particularité de toujours encaisser l'ouverture du score. Face à la Slovaquie, c'est Schranz qui a ouvert le score, face à la Suisse, c'est Mbolo, et face aux Pays-Bas, c'est Xavi Simons, qui au bout de 7 minutes avait permis aux Pays-Bas de prendre l'avantage. Du côté espagnol, on a également encaissé à tous les matchs, mais on a marqué en plus à tous les matchs. C'est 4 buts inscrits face à la Géorgie, c'est 2 buts inscrits face à l'Allemagne, et c'est 2 buts inscrits coup sur coup face à l'équipe de France, avec une armada offensive qui permet à l'Espagne de se créer des situations. L'Espagne est l'équipe qui se crée le plus d'occasions dans cet Euro. À coup sûr que l'équipe d'Espagne marquera et que l'Angleterre donc encaissera. Mais de l'autre côté, l'Angleterre certes encaisse souvent l'ouverture du score, mais elle a cette capacité de réaction qu'on ne peut pas lui enlever. Égalisation à la toute dernière seconde par Jude Bellingham face à la Slovaquie et directement dans le début de la prolongation, Harry Kane qui tue les espoirs slovaques. L'égalisation 5 minutes après le but de Ndembolo face à la Suisse et ce but magnifique de Saka, et puis cette égalisation sur penalty d'Harry Kane face aux Pays-Bas et cette victoire en toute fin de rencontre alors que l'équipe d'Angleterre était menée 1-0 au bout de 7 minutes. C'est pour ça qu'on voit une équipe d'Angleterre à réaction
et une équipe d'Espagne qui, au contraire, lorsqu'elle ouvre le score, eh bien, peut parfois subir, on l'a vu face à l'Allemagne, où cette équipe d'Espagne avait ouvert le score avant de subir une dernière demi-heure où l'Espagne avait joué bloc bas, avait laissé le ballon à l'Allemagne, et l'Allemagne avait fini par égaliser, même si à l'époque, il faut le dire, Luis de la Fuente avait fait des changements plus que douteux en sortant Morata, Yamal et Nico Williams, ces trois offensifs. Et donc, on peut s'attendre à ce que l'Ouest de la Fayette ne refasse pas ses mauvais choix. Ça avait été le cas face à l'équipe de France où il a fait des choix cohérents dans ses changements. Ça a permis à l'Espagne de garder le score. Et c'est donc pour ça que je vois donc un match où les deux équipes vont marquer, mais on le sait aussi, les finales, il n'y a jamais de très grands scores dans les finales. Alors certes, l'équipe de France, pour la Coupe du Monde, a souvent déjoué la règle avec ce 4-2 face à la Croatie, ce 3-3 face à l'Argentine. Mais en général, les finales d'Euro, on a vu un partout pour l'Angleterre-Italie. Il y a vu ce 1-0 de l'Espagne face à l'Allemagne en 2008. En 2016, l'équipe de France perd 1-0 face au Portugal. Certes, l'Espagne a gagné 4-0 face à l'Italie en 2012, mais c'était une Espagne qui était au-dessus, à 3-4 fois supérieure aux équipes adverses. Mais donc, je vois un match assez fermé, une Angleterre qui concède l'ouverture du score, mais qui, comme dans cet Euro à réaction, bien égalisé. Et au tir au but, je vois l'Angleterre l'emporter pour une raison simple. L'Angleterre a déjà réalisé une séance de tir au but dans cet Euro face à la Suisse et elle l'a emporté. Et l'Espagne reste sur 2 séances perdues en 2021 face à l'Italie en demi-finale et en 2022 avec une séance assez lamentablement ratée face au Maroc, une défaite 3-0 au tir au but. Et puis, l'Angleterre a tout de même des joueurs, je trouve, qui ont beaucoup plus d'expérience et qui surtout j'ai envie de dire, ont cette volonté d'aller chercher l'exploit anglais, faire partie de l'histoire anglaise qui, on le sait, n'a pas gagné de trophée depuis 66, cette victoire à domicile en Coupe du Monde, et surtout, plusieurs joueurs, je pense à Saka, je pense à Foden, à Kane, qui ont encore en tête l'échec 2021 à domicile, l'Euro perdu à domicile face à l'Italie au tir au but, et je pense que l'équipe d'Angleterre, malgré tout, avec le mental, avec l'expérience, et avec cette volonté peut-être qui sera supérieure à celle de l'Espagne, qui, elle, a une génération encore pour, j'ai envie de dire, gagner, ils ne sont qu'au début de leur nouvelle génération, et bien je vois l'Angleterre avoir cet avantage psychologique et aller au bout et remporter cet Euro au tir au but. Certes, le football n'en ressortirait pas grandi au vu de ce qu'a proposé l'Angleterre d'un côté, un jeu assez, j'ai envie de dire, voilà, assez frileux, proposition offensive assez maigre, où on mise sur l'exploit individuel et avec une connexion entre les joueurs qui, j'ai envie de dire, n'est pas optimale, même si ça s'arrange au fil des matchs, à côté d'une équipe d'Espagne qui, elle, est rayonnante, qui est l'équipe d'Espagne que l'on connaît d'habitude, avec de la possession, mais qui cette fois est beaucoup plus verticale. On est loin de la possession stérile, horizontale de Luis Enrique. Et donc l'Espagne, au vu de ce qu'elle a montré, mériterait, l'Espagne qui a d'ailleurs remporté ses 6 matchs de l'Euro, c'est assez rare pour le souligner, elle pourrait devenir la première équipe à remporter ses 7 matchs lors d'une même compétition, en l'occurrence d'un Euro. Et Yamal serait le plus jeune joueur de l'histoire à remporter l'Euro. Donc c'est pour ça, je vois quand même l'Angleterre s'imposer au tir au but. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez, si vous voyez l'Angleterre l'emporter ou si vous voyez plutôt l'Espagne avec sa qualité de jeu supérieure, eh bien, faire la différence face à une équipe d'Angleterre qui, on l'a vu défensivement, peut être en difficulté, ou si au contraire l'Angleterre réussira à être assez solide. Dites-le moi en commentaire qu'on puisse en débattre. Sur ce, moi je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, sans me regarder, et d'ici là, n'oubliez jamais, vive le foot.